Bienvenue au journal sur la chaîne africaine de télévision. Dans l'actualité ce soir, le président du Faso a tenu une session du Conseil supérieur de la défense nationale ce matin. L'actualité du moment l'exige. Roch Kaboré et son gouvernement ont mené de nouveau des réflexions sur la situation sécuritaire et sanitaire. Plusieurs sociétés minières SSN au Burkina Faso ont pris la résolution de ne pas payer la taxe sur l'exploitation de l'eau. Une résolution intervenue dans le rapport de la mission d'information sur l'opérationnalisation du fonds minier. Ces informations ont été rendues publiques hier lors de la séance plénière à l'Assemblée nationale. Les explications dans ce journal. Le ramadan en Côte d'Ivoire se fête aujourd'hui samedi, mais dans un contexte de crise sanitaire due au coronavirus. L'exécutif ivoirien, pour respecter les mesures barrières, est resté chez lui à domicile pour la prière du jour. Il prie pour la santé des Ivoiriens et du retour de la cohésion sociale. Vous l'entendrez dans cette édition. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le président du Faso, Roch Christian Kaboré, chef suprême des armées, a réuni ce matin une session du Conseil supérieur de la défense nationale. Vous le savez, l'actualité du moment est dominée par la situation sécuritaire nationale et de la situation sanitaire. On parle bien sûr du coronavirus. L'équipe de Roch Kaboré s'est donc penchée sur ces sujets brûlants. Il s'agissait donc de passer en revue les actions menées par les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme, mais aussi de l'évolution et des actions entreprises par le gouvernement pour freiner la pandémie du Covid-19. Et parlons justement de sécurité. 21 terroristes, en tout cas qui étaient présumés terroristes, ont été tués par les forces armées égyptiennes. C'était lors d'affrontements avec les forces de sécurité dans le Sinaï, péninsule du nord-est de l'Égypte. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que la police a mené des raids contre 2 endroits où se cachaient des éléments terroristes dans la province du Nord-Sinaï, ce qui a entraîné des échanges de tirs desquels 2 officiers de police ont également été blessés. Selon un communiqué de la police égyptienne, des armes automatiques et des ceintures d'explosifs ont été saisies. Selon le ministère de l'Intérieur, les groupes visés planifiaient des attaques lors de l'Aïd el-Fitr, la fête marquant donc la fin du jeûne musulman du Ramadan qui débute demain dimanche là-bas en Égypte. Les forces de sécurité égyptiennes justement s'efforcent depuis des années de contenir l'insurrection dans le nord du Sinaï à laquelle prend part un groupe local affilié à l'organisation d'État islamique. L'insurrection s'est intensifiée après donc l'éviction par l'armée en 2013 du président islamiste Mohamed Morsi à la suite d'importantes manifestations, il faut le savoir. La mission d'information sur l'opérationnalisation du fonds minier est passée à la restitution de son rapport. Nous sommes bien sûr au Burkina Faso. Elle a présenté un rapport du secteur devant les députés. Il ressort clairement de ce rapport que plusieurs sociétés minières ont pris la résolution de ne pas payer la taxe sur l'exploitation de l'eau. D'autres thématiques comme le fonds minier, les emplois nationaux et la CFE. La CFE, qui est bien sûr la contribution financière en matière d'eau, sont également abordées. Allons-y donc à l'Assemblée nationale avec un compte-rendu de Ahmed Nanema et Constantin Sieda. Des sociétés minières refusent de payer la CFE, la taxe de contribution financière en matière d'eau. Il s'agit ici d'une des problématiques abordées au cours des échanges relatifs à la restitution du rapport de la mission d'information sur l'opérationnalisation du fonds minier entre membres du gouvernement et parlementaires à l'hémicycle. Les miniers ne veulent pas payer la CFE et ils utilisent tous les artifices possibles. C'est tout. On regarde nos textes, on sort ici, on sort. Le taux est passé de 200 francs le mètre cube pour les miniers à 125 francs le mètre cube. À un moment donné, on m'a proposé 50 francs le mètre cube, 25 francs le mètre cube. Nous dit, de toute façon, c'est un décret qui fixe le taux. Soit, mais il est très participatif. Un début d'opérationnalisation du fonds minier dont la mission d'information pense qu'il faut s'en réjouir en raison de sa quasi-inexistence depuis 2015. Dans tous les cas, on peut quand même se réjouir de ce début d'opération de ces fonds miniers quand nous savons que cela même n'existait pas du tout. La loi date de 2015. Bon, on a commencé à avoir déjà sur le terrain
ces fonds-là au niveau des collectivités territoriales de distribution sont déjà pratiquement quasiment réalisés. Et on se dit que les restes à recouvrer aussi, la ministre l'a dit ici, le gouvernement met tout mettre en œuvre pour recouvrer donc ces montants qui sont restés impayés. Et je crois que pour les prochaines liquidations, il y aura certainement moins d'impayés. L'insuffisance des moyens mis à la disposition du ministère en charge des mines est l'une des causes citées, expliquant l'inefficacité des opérations d'inspection du secteur afin de contraindre les acteurs au respect du code minier. Du fait qu'un pays qui devient un pays minier majeur ne dispose même pas de moyens pour aller faire le contrôle de l'activité minière. C'est les sociétés minières qui sont obligées de venir avec leurs véhicules, de prendre nos agents, de payer leurs per diem pour qu'ils aillent les contrôler. Honorable député, vous le savez depuis 3 ans. Révolté par le fait que certains miniers décident de plein gré de ne pas se conformer aux normes qui régissent le secteur, le chef de l'hémicycle durcit le ton. Est-ce que c'est acceptable que dans tout ça, il y ait 2 ou combien de sociétés qui se vont le torse pour dire qu'elles ne vont pas payer la taxe sur l'eau ici? Est-ce que nous, Burkinabé, nous pouvons aller dans les pays où ces sociétés-là sont installées et violer allègrement les textes de leur pays? Non, j'ai dit non. À quelque part, il faut qu'on soit ferme. Nous n'allons pas négocier pendant 10 ans. J'ai dit qu'on discute, on négocie, il y a un terme à tout. Le président de l'Assemblée nationale propose au cours de la séance plénière que le rapport de la mission d'information sur l'opérationnalisation du fonds minier soit transmis aux différents ministères concernés pour amendement. Puis, va se tenir une séance de travail entre les membres de la mission et ceux du gouvernement pour enfin passer à la restitution du rapport définitif lors d'une plénière extraordinaire. Restons là-bas à l'hémicycle burkinabé pour parler encore du secteur minier qui connaît également des difficultés au niveau de l'employabilité des nationaux dans les industries extractives, des discriminations entre burkinabés dans le processus de recrutement et les sociétés de placement de travailleurs dans les mines constituent les principaux sujets qui ont retenu l'attention des députés et les membres du gouvernement burkinabé sur tous ces difficultés et processus de recrutement. Nous retrouvons encore Ahmed Nanema et Constantin Sieda. L'une des difficultés récurrentes dans le recrutement des employés des mines est le fait que les habitants des régions abritant les sociétés minières ne veuillent pas qu'on embauche des personnes venues d'ailleurs, bien qu'elles soient burkinabées. Ce qu'on assiste, c'est que les compagnies minières, du fait de la pression qui peut être mise par les jeunes qui sont ressortissants des communes qui abritent ces sites, donc ont resserré le recrutement sur les ressortissants de ces zones-là, de sorte qu'il y a une discrimination qui s'installe entre Burkinabés. Voilà, donc en matière de travail, on a 2 gros problèmes. Discrimination vis-à-vis des étrangers, mais on a aussi une discrimination interne, donc au détriment de ceux qui sont ressortissants des zones qui n'habitent pas des sites miniers. À cette discrimination dans le recrutement des travailleurs des mines s'ajoute la problématique des sociétés de placement des employés. Les sociétés de placement ne sont pas les seuls faits des étrangers. Parce qu'il y a déjà cette précision qu'il faut commencer par apporter. C'est aussi le fait des Burkinabés. Maintenant, ces sociétés, qu'elles soient burkinabées ou étrangères, elles partagent en commun des pratiques qu'on pourrait considérer comme étant irrégulières. Pour ce qu'on observe essentiellement dans le cadre de compagnies minières, je pense que le phénomène est assez triste parce que pour ce qu'on a pu voir dans les compagnies dans lesquelles nous sommes allés, ça aboutit à une certaine précarisation de l'emploi. Pour le président de l'Assemblée nationale, il urge de prendre à bras le corps cette affaire de placement des personnes en quête d'emploi qui précarise les conditions de vie et de travail de ces dernières. Il est important pour nous, gouvernants, de prendre les devants pour prendre des mesures avant que cela ne constitue une bombe. Parce qu'aujourd'hui, pour un rien, on te dit merci,
et tu n'as que tes yeux pour pleurer parce que tu as un petit contrat, un mauvais contrat d'ailleurs avec une société de placement. Et l'autre structure qui amasse les fonds s'en lave les mains comme conspirate et puis basta. Le ministre de la fonction publique a par ailleurs affirmé qu'aucune mine au Burkina Faso ne dispose de dispositifs sanitaires et sécuritaires qui correspondent aux normes nationales et internationales. Le gouverneur de Dar es Salaam, la plus grande ville de la Tanzanie, invite ses compatriotes à sortir dans la rue et fêter la fin de l'épidémie du coronavirus. Paul Makonda, c'est son nom, il indique que des magasins offrent des soldes de 80% et prie les Tanzaniens d'aller acheter de nouveaux vêtements pour la fête. En dehors du gouverneur, aucune autre source n'annonce la fin de la transmission du virus dans le pays de l'Afrique de l'Est, de quoi inquiéter de nouveaux Tanzaniens sur l'appel visant à donc faire la fête. Ils craignent que la distanciation sociale ne soit pas respectée. Un parti d'opposition a même contesté une déclaration du gouvernement selon laquelle le rythme de propagation de la maladie ralentit en Tanzanie. L'ambassade des États-Unis en Tanzanie justement a déclaré que de nombreux hôpitaux de la ville de Dar es Salaam avaient été débordés par un trop-plein de maladies. Plus d'un mois s'est écoulé depuis que le ministère de la Santé a fourni pour la dernière fois une liste de nouveaux cas de coronavirus et des décès. Eh bien, selon les dernières données disponibles, il y a eu 509 cas confirmés de coronavirus et 21 décès en Tanzanie. Et le président de la Tanzanie, John Magufuli, insiste toujours sur le recul de la maladie. Dirigeons-nous maintenant en Côte d'Ivoire où est célébrée ce samedi la fête de Ramadan. Et comme certains pays, l'Aïd el-Fitr se célèbre en présence du coronavirus. Certaines mesures et dispositions sont prises pour que la célébration se fasse dans les conditions optimales. Et le président ivoirien, pour ce faire, a décidé de faire la prière du jour à domicile en compagnie de certains membres de son gouvernement et de sa famille, bien sûr. À l'occasion, l'exécutif burkinabé, que dis-je, l'exécutif ivoirien a formulé des prières pour l'ensemble de ses compatriotes. Il a aussi émis le souhait pour que chaque Ivoirien soit en bonne santé, mais également pour le retour de la cohésion sociale dans le pays. Je vous propose d'entendre le président ivoirien Alassane Ouattara. Nous venons de prier avec l'imam Djigiba Sissé, le cousin de feu ma mère Adjana Bintou Sissé, pour marquer la fin du mois de Ramadan et arriver donc à la fête de l'Aïd el-Fitr. C'est un moment important. Comme vous le constatez, nous le faisons à domicile sous l'autorité de mon oncle. Donc c'est avec beaucoup de ferveur que nous faisons ces prières et dire que c'est un moment exceptionnel puisque les mosquées ne peuvent pas recevoir les musulmans aujourd'hui pour fêter comme d'habitude et procéder à la prière donc de la fin du Ramadan en raison de la maladie de la Covid-19. Et vous remarquerez qu'en faisant la prière ici à domicile, nous avons respecté toutes les restrictions, notamment la distanciation et les mesures barrières. Et je voudrais donc dire à tous nos concitoyens que nous avons prié pour la santé de chaque Ivoirien, de chaque personnes vivant sur le sol ivoirien. Nous avons prié pour que cette maladie s'éloigne de notre pays et s'éteigne dans le monde entier, car elle a fait beaucoup de dégâts partout, y compris en Côte d'Ivoire, même si nous sommes moins affectés que d'autres pays. Dans la suite de ce journal, depuis l'avènement de la maladie à coronavirus, de nombreuses activités ont ralenti. C'est le cas des activités du transport aérien.
inactif depuis donc quelques mois dans le monde. Le trafic aérien est donc bloqué. Et selon les vols seuls, on va dire, les vols de cargo, de rapatriement et humanitaires sont autorisés à décoller dans la plupart des pays africains. Mais le mois de juin devrait marquer la reprise de toutes ces activités. Explication Oumou Konaté. Cloués au sol depuis le mois de mars pour cause de Covid-19, les compagnies de transports aériens devraient bientôt sortir de leur zone de turbulence d'ici le mois de juin prochain en Afrique. En tout cas, c'est ce qui est prévu même si rien d'officiel n'a pour l'instant été annoncé par les autorités de certains pays africains. Tout dépendra sans doute du niveau d'évolution de la pandémie. Au Sénégal, par exemple, la compagnie nationale Air Sénégal prévoit reprendre sa liaison vers Marseille via Barcelone, probablement début juillet prochain. Mais, depuis le mois de mai, un vol de rapatriement hebdomadaire est mis en place depuis Paris. Aucune date de reprise annoncée pour Air Côte d'Ivoire, mais plusieurs compagnies étrangères disponibilisent des réservations pour les vols au départ et à destination d'Abidjan à partir du 2, du 15 et du 23 juin. Il s'agit expressément de Ethiopian Airlines, Bruxelles Airlines et de Corsair. Du reste, la plupart des pays africains comme le Mali, le Togo, le Kenya, l'Afrique du Sud et le Burkina Faso, pour n'en citer que pour l'instant, n'ont annoncé aucune date butoir pour la reprise du trafic aérien. Néanmoins, les vols de rapatriement, les vols de cargo ainsi que les vols humanitaires sont toujours d'actualité. Bienvenue à Ouagadougou où la température est de 27 degrés Celsius. Il avait été arrêté le 9 mai dernier pour avoir appelé les forces de sécurité à se révolter contre le pouvoir de Bamako. Clément Dembélé, opposant politique et militant anti-corruption, recouvre la liberté depuis ce vendredi. Il est le président de la plateforme contre la corruption et le chômage au Mali. Son arrestation n'avait jamais été confirmée publiquement par les autorités et le silence sur son sort et l'endroit où il se trouvait avait donné lieu à d'abondantes spéculations, mais il sera jugé le 1er juillet pour incitation à la violence. Clément Dembélé a été présenté au procureur de la République ce vendredi, inculpé pour incitation donc à la violence, mais laissé libre. De nombreuses sources judiciaires indiquent que ses problèmes avec la justice n'ont rien à voir avec ses activités de lutte contre la corruption. Pour sa libération, une centaine de personnes avaient manifesté en sa faveur. C'était donc le mardi dernier, là-bas, à Bamako. Avant de refermer les pages de ce journal, sachez également que la Cour pénale internationale n'a pas donné une suite favorable à la requête de Jean-Pierre Bemba, lui qui demandait une compensation financière qui s'élève à près de 26,5 millions d'euros, soit près de 17 milliards de francs CFA, poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Centrafrique en 2002. Et 2003, l'ex-vice-président de la République démocratique du Congo avait finalement été acquitté en juin 2018. Jean-Pierre Bemba n'a pas été victime d'une erreur judiciaire grave et manifeste, ont affirmé les juges de la Cour pénale internationale dans une décision rendue le 18 mai dernier. Il ne pourra donc pas percevoir cette somme qu'il réclamait à la Cour. Bien sûr, pour ces années passées à l'ombre des murs de la prison de Chewingen, Jean-Pierre Bemba avait passé 10 années en prison auxquelles il faut néanmoins retrancher une année purgée pour sa condamnation et pour intimidation de témoins prononcés en marge de son procès pour crime de guerre. Les magistrats reconnaissent que 10 ans représentent un temps de détention considérable susceptible d'entamer donc des souffrances personnelles, mais ils assurent néanmoins que le patron du mouvement pour la libération du Congo a eu un procès régulier et que dès lors, il ne peut obtenir des compensations. Madame, Monsieur, c'est tout pour ce soir. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Je serai ravi de vous retrouver demain pour d'autres informations. N'oubliez surtout pas de suivre les programmes de la chaîne africaine de télévision. Passez une excellente soirée.